Bonjour à tous. On va juste attendre une petite minute pour le temps que tous les retardataires se connectent. Et puis après, on commence notre webinaire du jour sur la stack facturation B2B SaaS. Bonjour à tous. On a des gens sur le chat. Alors, tant qu'on n'a pas commencé, n'hésitez pas surtout dès le début et pendant le webinar à poster vos questions. Du coup, on gardera les questions en stock pour à la fin pouvoir répondre sur le Q&A. Bon, on va se lancer. Et puis les retardataires ont toujours tort. Ils arrivent, ils prendront le train en route. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui sur le webinaire sur la stack facturation B2B SaaS, un sujet plutôt pointu, plutôt niche, mais qui a suscité pas mal d'intérêt. Donc, merci à tous pour votre présence. Le déroulé aujourd'hui, c'est qu'on va d'abord vous faire une présentation sur ce qu'on pense sont les bonnes questions à se poser quand on réfléchit à sa stack facturation. Après s'être présenté, et ensuite on vous laisse du temps à la fin pour un Q&A, et donc surtout s'il vous plaît n'hésitez pas à poster vos questions pour qu'on puisse les garder en stock et qu'à la fin au moment du Q&A on puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez. Du coup je vais demander d'abord aux participants de se présenter en commençant par Laurent. Bonjour à tous, donc Laurent Perron, je représente GoCarless en France. GoCarless, c'est une société spécialisée dans les paiements récurrents qui a un peu moins de 10 ans et qui est présent dans 5 pays et qui a à peu près 53 000 clients à travers le monde. Voilà. Et j'espère que tout le monde va bien en restant chez soi. Bonjour à tous, je suis Alexandre Luzy, je suis le cofondateur SEO de Upflow. On est une solution pour aider les entreprises à mieux suivre leurs postes clients et les aider à améliorer leurs encaissements. On a 2 ans et on vient juste de rentrer des États-Unis. On était au Y Combinator et on est tous confinés aussi chez nous, mais très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Arthur de Cateux, donc le deuxième Arthur du webinaire, qui est cofondateur de FinexCap, qui est une fintech. Alors moi, j'interviens de manière connexe sur la facturation, même si c'est mon métier au quotidien, dans la mesure où je finance en fait et j'accélère le paiement des factures de toutes TPE, PME. On est la première fintech de financement alternatif en France. On a financé près de 350 millions d'euros maintenant, en plus de 5 ans, au plus de 3000 TPE, PME au freelance. Top. Moi-même, du coup, Arthur. Moi, j'ai fait une première startup B2B SaaS où j'ai eu l'occasion de me frotter au sujet de la facturation qui s'appelait Price Match, éditeur de logiciels pour hôtels revendu à Booking.com en 2015. Et je suis le cofondateur d'une nouvelle startup qui s'appelle Penny Lane, qui s'attaque au sujet admin et compta pour les startups TPE PME. Ravi d'être aujourd'hui du coup le modérateur du webinaire. Peut-être en guise d'introduction, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le sujet du B2B et du B2B SaaS, qui pensent que c'est assez facile, que ça commence, on fait une facture et qu'ensuite tout est simple et l'argent rentre, etc. Vous-même qui vous êtes inscrit, savez forcément que c'est plus compliqué que ça. On a essayé juste de redresser un peu le tableau des différentes briques de la facturation. Qu'on va aborder pendant la suite du webinaire. Tout d'abord, donc normalement, vous signez un contrat avec votre client. Ça peut être soit du self sign-up, soit c'est un commercial qui va envoyer un devis et ensuite le client qui va renvoyer le contrat signé. Ça, d'habitude, ça se fait dans le CRM et c'est du coup à partir de là que débute normalement tout le processus de facturation. Donc d'abord, il s'agit de effectivement envoyer une facture à son client. Il y a toute une partie financement de si le client va payer tard pour améliorer son BFR, son besoin en fonds de roulement. Il y a la partie relance si le client met du temps à payer sa facture. Il y a ensuite l'encaissement de la facture qui est lié aussi à la partie facture et aux différentes préférences de paiement qu'on va offrir à son client. Ensuite, on a toute la brique compta reporting
qui a besoin d'être alimenté par la facture et l'encaissement pour savoir à tout moment où on en est, tant d'un point de vue comptable que d'un point de vue reporting et suivi des métriques business. Et enfin, on va vous le dire, on espère que vous n'en arriviez pas là, mais si jamais tout ça n'a pas suffi, il y a effectivement la partie recouvrement où il faut se poser la question comment je fais pour récupérer mes sous en limitant les dégâts au maximum possible. Et du coup, historiquement, on avait la facture papier, on est passé à la facture électronique pour la plupart des business quand même, sûrement la plupart des gens qui sont sur ce webinaire émettent des factures. Mais il y a encore toutes les autres briques qui sont assez souvent mal connues et qui sont assez souvent pensées en silo. Et donc, on va commencer avec la brique facturation et ensuite s'attaquer aux autres briques pendant le webinaire aujourd'hui. Du coup, le premier intérêt de la facturation, c'est d'avoir une facturation propre. Donc, on voulait vous parler des intérêts d'avoir un véritable outil de facturation, à commencer du coup par être dans les règles. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet, Arthur. Alors, c'est relativement simple en fait, c'est-à-dire que nous, on envoie à nouveau, on a financé 50 000 factures et c'est vrai qu'il y a tout ou rien dans les factures. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de problème, finalement, la facture, c'est un document qui est assez lambda. Après, malheureusement, et surtout peut-être aussi en ce moment, il y a fréquemment des cas où le client va contester, où il va y avoir une remise en question de certaines prestations, ou de la techno, par exemple, qui aura pu être défaillante ou autre. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment savoir que la facture, c'est un document juridique et que ce document juridique, il doit respecter certaines règles qui sont d'ailleurs disponibles sur le net assez facilement, que ce soit la LME, des choses comme ça. On ne peut pas marquer n'importe quoi sous peine d'avoir en fait un document qui juridiquement soit nul et non valide. Et du coup, tu as des factures aussi, dès que tu commences à facturer dans différents pays, dans différentes devises, tu peux avoir différentes règles. Et donc, normalement, l'intérêt de passer par un outil de facturation, c'est que vous êtes safe et que cet outil de facturation se charge pour vous de s'assurer que les règles, que votre facture est dans les règles, quoi. Ça, c'est clair que faire sa facturation entièrement soi-même sur Word ou Excel peut poser des soucis de ce côté-là. Ensuite, il y a tout le côté gagner du temps. L'idée, c'est que vos commerciaux ou que vos personnes qui gèrent les finances et l'admin ne passent pas leur temps à éditer des factures. Donc, il y a un premier intérêt, un premier point important quand on choisit un outil de facturation, c'est de s'assurer que cet outil de facturation est connecté en amont avec vos infos de CRM, que vous n'ayez pas à re-rentrer toutes les infos de vos clients, du deal, du montant, de la TVA, du produit dans votre outil de facturation, alors que cette info, elle est déjà dans votre CRM. Il faut aussi que votre outil soit bien branché avec les outils d'encaissement pour que vous n'ayez pas, une fois que vous avez rentré toute votre facture, qu'il ne faille pas à la main aller recréer toutes les infos dans vos trucs dans vos solutions d'encaissement et faire que ce soit branché avec la compta, le reporting, faire que si c'est une facture récurrente, vous puissiez en un clic rendre une facture récurrente plutôt que de la ressaisir chaque mois. Donc, il y a plein d'intérêt à avoir un bon outil de facturation qui soit propre et qui limite les erreurs. On sait quand il y a de la saisie humaine, il va toujours y avoir des erreurs et derrière des failles et des contestations possibles par les clients de la validité d'une certaine facture. Voilà. Ensuite, ça a aussi l'intérêt de pouvoir mieux encaisser. Je crois qu'Alexandre, tu avais 2-3 mots à ce sujet. Oui, on va y revenir plus tard dans la suite du webinaire, mais l'idée, c'est de se dire qu'avec un outil adapté, vous allez avoir la possibilité de mieux suivre vos factures. On a malheureusement trop de gens qu'on voit aujourd'hui qui suivent leurs factures par manque d'outils dans des Excel ou dans des Google Spreadsheets, et très souvent, c'est comme ça qu'on se retrouve à ne plus suivre correctement son poste client et donc ses encaissements. Une bonne stack de facturation doit intégrer ces éléments, et je pense qu'on va revenir plusieurs fois sur le sujet par la suite du webinaire, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision globale sur l'ensemble du process, ce qu'on appelle d'order to cash, donc entre le tout début de la relation jusqu'au moment où vraiment le cash arrive sur le compte bancaire, qui est censé être la fin de ce processus, avoir ce processus en tête au global, et donc en général, une bonne stack permet de mieux encaisser. Sur la partie fidélisation, tu avais des insights intéressants à partager.
Oui, bah c'est vrai, je rejoins donc Alexandre sur la partie order to cash. Effectivement, on a toujours tendance à penser que la facture, c'est la fin d'une procédure. Ce qu'on a pu constater et ce qu'on voit, c'est que c'est un peu dans l'intégralité du process que ça se met en place, c'est-à-dire la relation B2B, c'est rarement une relation en one shot. Et donc, la notion de paiement récurrent, la notion de fidélisation et la capacité à une entreprise de faire le moins d'erreurs possible sur ces différents points énoncés précédemment, a une vertu, c'est la fidélisation et la capacité d'upsell, de faire grandir le compte dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Voilà, et les moyens de paiement, on en parlera après, sont un vecteur important d'inflexion ou pas sur ces capacités. Il y a clairement la possibilité aujourd'hui d'utiliser une facture, par exemple, comme un outil marketing, de venir faire la promo de son dernier module, ce genre de choses. Donc c'est par là qu'on dit que voir la facture comme une pure formalité administrative n'est pas forcément pertinent. Voilà. On va passer du coup à l'étape suivante sur le bon outil de facturation. Ouais, je vais prendre ça. Sur la partie du choix de l'outil de facturation, donc quand on parle de ce webinaire, on pouvait penser qu'on allait parler peut-être que de ça et de parler que de la partie quel outil choisir et quel est le plus adapté. On n'aura pas la réponse pour vous parce que ça va dépendre de chaque type de business et c'est un des aspects importants, c'est de bien l'adapter. On sera ravi d'en rediscuter avec vous en détail si vous le souhaitez. Le point qui était important, c'était de vous donner quelques grandes idées et voir un peu les choses à faire ou ne pas faire. Une des idées qui est souvent très tentante, et notamment quand on démarre son business et qu'on a vu chez beaucoup de nos utilisateurs, c'est la question de recoder soi-même sa propre stack de facturation. Est-ce que c'est une bonne idée? On pense qu'on a vraiment la réponse, et la réponse, c'est plutôt non, c'est pas du tout une bonne idée. Arthur parlait à l'instant de factures sur Word, sur Excel, alors vous en êtes peut-être plus là. En revanche, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est cette idée de se dire mon business est très spécifique, donc il faut que je demande à mes développeurs de recoder ma stack de facturation. Très souvent, la conclusion de ça, c'est qu'on a tendance à sous-estimer la complexité de la facturation. On pense que c'est juste des lignes sur un PDF. Comme Arthur l'évoquait à l'instant, il y a aussi plein d'autres aspects à prendre en compte, que ce soit des contraintes légales, des contraintes de TVA, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes à prendre en compte, sur lesquelles on n'est pas tous des experts et honnêtement, ça ne sert à rien de réinventer la roue là-dessus. Notamment pour les business de SaaS B2B, on a tendance aussi à également oublier quand on démarre toutes les notions complexes d'abonnement, de prorata, d'upgrade, downgrade. Je peux vous dire que c'est extrêmement, extrêmement compliqué et dans ces cas-là, il vaut mieux confier cette partie-là à des gens qui ont l'habitude de le faire et qui, pour quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, le feront beaucoup mieux. Et si on a envie de faire des choses entre guillemets très compliquées, il vaut mieux choisir une solution qui s'intègre bien en API et qui permettent de pousser les informations qui sont propres à votre entreprise dans le système de facturation, mais de laisser toute la partie administrative à cette solution. Sur le panorama des solutions de facturation qu'on voit le plus sur le marché aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de tout. L'idée, c'est qu'il y a des solutions qui peuvent être très simples à mettre en œuvre. On pense notamment à QuickBooks ou à Celsi. Et des solutions qui vont parfois être très compliquées, s'adapter à des grandes scales de facturation, comme avec NetSuite ou Zuora. Ce qu'on va voir le plus souvent pour les business de SaaS B2B, c'est ceux qui sont dans le rectangle au milieu, des solutions comme Recurly, ChargeBee ou Stripe Billing qui s'est développé récemment, qui sont vraiment des solutions qui sont assez robustes et qui permettent de faire tout ce qu'on vient d'évoquer là en termes de complexité, de gestion des abonnements, etc., et qui sont souvent les meilleures solutions à mettre en œuvre. On vous conseille vraiment de partir sur ces solutions-là si vous avez des doutes. Et l'idée, c'est de voir que chacune aura un peu ses spécificités qu'il faudra peut-être adapter en fonction de vos typologies de métiers. Je sais que Arthur avait aussi quelque chose à nous dire concernant Penny Lane, donc je vais le laisser finir sur cette partie de facturation. Juste qu'on a aussi le module qui arrive, mais je pense que ce qui est important, c'est effectivement que chacun regarde quels sont ses besoins. Effectivement, il y a plein de questions à se poser pour choisir le bon outil de facturation. Donc ta présentation me paraît super pertinente. Voilà, il faut juste bien comparer et bien identifier ses besoins. Et bien ne pas le faire soi-même. Voilà. Ce sera ça la conclusion. Je te laisse la parole, Laurent, sur la suite qui est du coup dans le lien direct juste après la partie de facturation qui va venir vraiment par la suite de savoir comment se faire payer. Et c'est là que Laurent, tu avais ton mot à dire sur le sujet. Moi, je rejoins tout à fait. Je suis dans le SaaS depuis quand même 2012.
et les problématiques de facturation, d'être capable effectivement de moduler. C'est aussi le principe du SaaS. C'est des problématiques qui sont encore très réelles, qu'on soit au lancement d'une entreprise ou dans des domaines de sophistication. Donc, effectivement, bien étudier l'outil est clé pour la réussite des personnes qui se lancent dans un business, mais aussi ceux qui vont dans des modèles de plus en plus complexes. Oui, non, mais on a décidé de remettre un petit peu les enjeux. Je pense que concernant les problématiques de paiement et de BFR, on en reparlera après, mais on est tous sensibles. Je crois qu'il y a encore eu dans les échos hier un retour important sur les impayés. Et l'étude que nous, on avait mis en place, qui était avant les derniers chiffres liés au Covid, montrait déjà qu'il y avait 25% des entreprises qui disparaissaient chaque année à cause des impayés. Il n'y a rien de nouveau, quoi. Il y a 30 ans, en école de commerce, on vous expliquait déjà ça. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que quelque part, en 2020, ce soit encore pareil. D'accord ? Donc ça, c'est… et en quoi quand on lance un SaaS B2B, cela peut être traité différemment. Comment on peut ne pas être dans ce pourcentage, mais dans les 75 qui passent à travers. On pense que la facturation et aussi la façon dont vous allez mettre un moyen de paiement va vous le permettre. Il y a aussi pas mal de choses qui sont surprenantes lorsqu'on n'est pas trop fintech et qu'on veut lancer un business. C'est que beaucoup de gens pensent carte bleue dans un contexte B2C, mais aussi en B2B. Alors, aux États-Unis, ça serait compréhensible. En France, on s'aperçoit qu'on est encore très carte bleue pour payer en B2B des factures. Et ça, c'est surprenant parce que la carte bleue, comme vous pouvez le voir, il y a 15% d'échecs de paiement en moyenne. Donc, naturellement, en fonction du moyen de paiement, on peut se mettre soi-même par rapport au moyen de paiement en difficulté. Enfin, et c'est par rapport au point qu'Arthur m'avait demandé tout à l'heure de reprendre, concernant la fidélisation, loyalty en anglais, et cette capacité à faire un business récurrent, en fonction des moyens de paiement, on s'aperçoit qu'il y a quand même le churn. Donc, le churn, c'est le taux de clients qui s'en vont. Il y a 30% du churn de toutes les entreprises SaaS B2B qui est impacté généralement par rapport à un moyen de paiement. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le règlement, l'encaissement. Mais pourquoi des gens vont arrêter un service à cause tout simplement de problématiques liées au paiement? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui est nouveau dans ce webinaire qu'on souhaitait adresser. Juste pour avancer à l'autre slide, merci. Donc, je pense que dans le paiement, et quel que soit le moyen de paiement, ce qui est intéressant, c'est de regarder le paiement dans ses différentes dimensions. Et chacune va impacter ou le BFR ou l'entreprise, ce pourquoi on s'est créé. Donc, en gros, de l'acquisition de clients jusqu'au traitement opérationnel de la facture et au résultat. Il y a 8 dimensions qu'on imagine. Alors, effectivement, on peut peut-être en réduire, on peut en augmenter. On vous laissera à vous le soin de les étudier. Mais voilà, il y a 8 dimensions qui peuvent impacter directement le paiement et donc votre survie ou bien votre capacité à empêcher le churn ou bien tout simplement être encaissé. L'objectif de tout ça, c'est aussi éviter au maximum le recouvrement qu'on peut faire. Donc, je vais les passer brièvement, mais bon, la couverture, c'est, voilà, je suis une SaaS B2B, est-ce que j'ai une couverture que France ou internationale? Les préférences, voilà, est-ce que je donne que la carte bleue pour payer une configuration B2B où chacun va devoir payer 20 000 €, 30 000, etc. Est-ce que c'est bon? Comment ceci va impacter la conversion? Pour ceux qui ont connu un peu l'e-commerce, le B2C, il y a un moment un peu sensible quand vous achetez, c'est quand vous devez vraiment payer et répéter ce paiement. Donc, dans le B2B, il faut imaginer que c'est des humains encore et il peut, en fonction du moyen de paiement, y avoir encore des doutes. Et en fonction du moyen de paiement, une capacité à aussi valider une commande. Après, effectivement, ce volet acquisition client, il y a surtout le traitement opérationnel qui correspond vraiment à ce webinaire lié à la facturation. Quand on fait un paiement, il y a une facture, mais aussi comment on va l'encaisser, est-ce que le paiement est réussi ou pas, quel est le coût de traitement, et enfin, est-ce que moi, dans mon outil de facturation, je vais pouvoir voir si le paiement a été succès ou pas. Et puis après, il y a quand même deux choses importantes, c'est que le paiement, c'est pas juste un process, c'est pas comme la facturation. On y voit deux gains, c'est de la trésorerie, on fait ça pour gagner de l'argent, mais aussi sur le churn, c'est aussi un point important, on en a parlé tout à l'heure. Sur le SaaS B2B, c'est encore plus vrai. Donc, il y a eu plusieurs études intéressantes. Donc, l'étude précédente sur les 8 dimensions, on vous laisse à disposition. Là, il y a une étude qui a été faite par Zuora sur l'impact du nombre de moyens de paiement et de préférences de paiement que vous allez mettre à disposition. On s'aperçoit que si on met sur le schéma de gauche,
Si on met un seul moyen de paiement, bah, peut-être que ça va convenir, mais c'est beaucoup plus efficace si on multiplie les moyens de paiement. Alors, et donc, plus on va en mettre, plus on va être capable de séduire des acteurs différents. Alors, ça viendra de quoi? Ou parce que c'est en fonction des pays, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes habitudes. En Angleterre, le prélèvement est quelque chose de très naturel. Aux États-Unis, c'est un peu plus la carte bleue. En nordique, on peut avoir d'autres choses. Donc, en fonction de votre stratégie, de votre entreprise, il n'y a pas de moyen de paiement parfait, mais certainement la multiplication de ces moyens va vous permettre, dans 50% des cas, d'améliorer l'achat des produits digitaux en B2B, donc l'offre SaaS que vous développez ou que vous êtes en train de gérer. Mais deuxièmement, quand vous êtes du côté consommateur ou client pour vous, d'avoir cette préférence vous permet aussi de vous dire bah ouais, je suis plus enclin à travailler avec telle société SaaS parce qu'il me donne tel moyen de paiement. Donc ça, c'est le deuxième point, qui est le 58% des charges d'entreprise régulières les entreprises seraient plus enclines à l'utiliser, plus on va pouvoir mettre des moyens de paiement différents. Et donc, il y a un impact positif. Donc, quand on parle gain, facturation, order to cash, on pensait que c'était intéressant de partager pendant ce webinaire ces deux KPI et qui sont des sources de réflexion peut-être pour vous. Voilà. Juste pour avancer. Donc, une des solutions, il n'y a pas de mauvais moyen de paiement, une fois de plus, c'est à chaque entreprise d'évaluer par rapport à son coût, par rapport à ses capacités, son intégration, etc. Mais sur le SaaS B2B, de plus en plus d'études montrent que le prélèvement est un des outils les plus efficaces qui permet principalement un contrôle. Un contrôle, c'est-à-dire que plutôt qu'attendre un chèque ou une carte bleue, vous allez pouvoir directement prélever votre client de manière régulière, de manière fractionnée, liée à l'usage, enfin en fonction de vos différents business models. C'est aussi adapté pas mal à tout ce qui est DSP2, standard de sécurité. Il y a également une notion d'automatisation qui est très importante. Il y a beaucoup moins de traitement manuel lorsqu'on fait le prélèvement. Et ça, c'est quelque chose aussi à considérer. Et enfin, à l'arrivée, ça fait gagner du temps. Ça, c'est important. Gagner du temps parce que, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'aller récupérer des factures, c'est un métier. Et le plus on peut mettre d'action en amont, le plus ça peut être efficace. Ça s'appelle Meilleurs Agents, tout le monde connaît. C'est une société qui a gagné 7 jours en mettant en place ce genre de solution en place pour recouvrement. Alors effectivement, on en parlait tout à l'heure, il faut une API pouvoir s'intégrer. Donc nous, le principe, les meilleures solutions à peu près en dehors de GoCarless ont à peu près la même approche. Et une API qui doit s'intégrer avec les principaux outils de billing. Donc la ChargeBiz ou Aura, celle-ci, enfin, elles ont toutes été citées précédemment. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire dans quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, mais aussi, bon, pour les plus grosses implémentations, quelques semaines. C'est aussi à prendre en considération. Mais souvent, c'est vrai qu'on se dit, bon, un moyen de paiement, c'est simple ou c'est compliqué. Il faut qu'on regarde à chaque fois par rapport à votre système d'information, votre business model et votre complexité. Mais globalement, voilà, on s'intégrera directement avec vos principales… Laurent, peut-être juste une question, parce qu'elle revient souvent sur le chat. Quelles sont les principales différences entre le prélèvement SEPA et le prélèvement par carte bleue? La carte bleue, elle est toujours liée au modèle de la carte bleue, c'est-à-dire qu'une durée de vie de carte bleue, c'est à peu près 18 mois, d'accord, entre le moment où vous l'avez, vous la mettez dans un système où vous payez avec, et un prélèvement, un mandat, ça sera à peu près 36 mois. Donc, si par exemple, vous, en tant que DG, vous donnez votre carte bleue d'entreprise pour payer un service SaaS B2B, sachez que vous, en tant que marchand, vous risquez d'avoir à un moment quelqu'un qui, il y a un problème d'impayé parce que tout simplement, la carte n'est plus valide. Donc, il y a des problèmes de validité. Ça, c'est une grosse différence. Deuxièmement, il y a pas mal de fraude sur la carte bleue. Donc, il y a toujours un risque quand on lance un business d'avoir de la fraude. Et enfin, il y a des coûts de procédure un peu plus importantes avec la carte bleue. Voilà, pour faire ça de manière très simple. Est-ce que ça répond? Merci beaucoup. Je confirme, Laurent. Je vais être assez court pour ma part. Là, je suis moins dans l'opérationnel de la facturation pour ma part, vous avez compris, mais moi, je gravite autour de la facture.
Et je voulais juste vous mettre un peu le doigt sur les sujets qu'ont évoqué Laurent et Alexandre, notamment auparavant, qui est le cash, parce qu'il y a des gains de temps, il y a toutes sortes de choses qui font que vous pouvez bénéficier d'un logiciel de facturation. Mais il y a quelque chose qui devient d'ailleurs de plus en plus important maintenant dans les temps qui courent, c'est le cash. Et le cash, ça passe par la bonne gestion du cash, comme on dit, cash is king, ça passe par des petites mesures opérationnelles. Donc, comme on est sur le SaaS B2B, je ne vais pas vous parler de la gestion des stocks. Je pense qu'on n'est pas dans le cas de Toyota qui gère ses stocks au jour le jour au plus près. On est sur des petits points de détail assez simples. En fait, il n'y a pas une seule bonne recette. Il y a plusieurs axes d'amélioration que vous pouvez faire. C'est-à-dire déjà, je pense que le cash, vous voulez qu'il soit dans votre poche versus le client. Et pour ça, vous avez plusieurs petits outils qui sont assez simples. Vous pouvez demander des acomptes. C'est la première chose et c'est relativement simple. Vous pouvez, par exemple, avoir des conditions générales de vente dans vos documents qui ne mentionnent pas 60 jours de délai de paiement, mais 30 jours. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Et si jamais les personnes ne payent pas, vous êtes en droit également de demander les intérêts de retard. Vous pouvez de la même manière essayer de demander ça vis-à-vis de vos fournisseurs. Donc, vous avez quand même tout un panel de petites opérations. À nouveau, chacune doit être adaptée en fonction de ses besoins. Mais je pense que moi, ce que je vois, si vous voulez, par rapport aux boîtes qui viennent se financer chez FinexCap, c'est ce qu'on disait, c'est le processus de facturation. Pourquoi? Parce que très fréquemment, notamment, si votre facturation n'est pas clean, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en tout début, en introduction de webinaire, la personne en face, et notamment les grands comptes, se font une spécialité de dire qu'il vous manque 2 ou 3 mentions et de jouer là-dessus pour prendre 15 jours, 3 semaines, le temps que vous renvoyez en fait un document qui soit valable. Donc ça, c'est les petites mesures opérationnelles. Après, d'un point de vue financier, quelles sont les mesures à mettre en place pour financer ce qu'on appelle son cycle d'exploitation, son poste client? Quand vous allez voir une banque ou traditionnellement les solutions que vous avez 2 grosses solutions pour gérer votre cash et votre trésor. Vous avez les solutions financières type crédit de trésorerie, découvert. Alors, il faut savoir que souvent, vous payez même quand vous ne l'utilisez pas, que souvent, c'est relativement compliqué à mettre en place également. On vous demande pas mal de documents, mais quand ça fonctionne, ça peut être utile, mais ce n'est pas donné. Et le deuxième sujet, c'est la mobilisation de créances. On en revient sur la facture. Et vous avez 3 types de systèmes. Les 2 premiers concernent l'escompte et la DAI. Et il faut savoir que ce sont des systèmes qui fonctionnent. À nouveau, je pense que les banques, ça fonctionne. C'est pas cher quand ça fonctionne, mais c'est assez contraignant en termes de formalisme. Et il y a un deuxième souci qui peut notamment impacter certains d'entre vous, c'est que lorsque, par exemple, votre client, la date d'échéance est passée et que votre client n'a pas payé, la banque, notamment par exemple pour la DAI, est en droit de venir prélever, si vous voulez, le montant de la facture sur votre compte, d'avoir un recours, en fait, de se rembourser directement sur votre compte. Donc, c'est vraiment un crédit sur 60 jours, sachant que la banque, le risque est minimum parce qu'elle va venir se récupérer, en fait, ce montant dans la grande majeure partie des cas. Et puis, le dernier point, c'est la facturage qui, à nouveau, dans le système qui est fourni par les banques, ça fonctionne bien, c'est pas cher. Il faut juste savoir qu'il faut avoir la capacité de rentrer dedans. C'est-à-dire, il faut avoir un processus de facturation clean, éventuellement un DAF qui soit bien organisé, voire un credit manager, parce que la banque va vous mettre dans une moulinette qui va vous consommer du temps. Voilà, c'est pour ça qu'on a, de la même manière qu'il y a des outils de facturation qui ont été créés, il y a des logiciels et des solutions fintech qui existent et qui, je dirais, s'adressent notamment aux gens qui ne rentrent pas nécessairement dans les cases bancaires et qui proposent à la fois plus de souplesse, plus de rapidité de mise en place et des intégrations avec des logiciels tiers. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez envie de passer moins de temps sur ces aspects-là, mais vous avez envie d'avoir un logiciel, par exemple de facturation, qui vous dise, tiens, vous avez 25 ou 50 000 euros dans la nature, plutôt que d'attendre que ce soit sur votre compte, vous allez voir l'URSSAF qui va tomber ou des choses assez pragmatiques qui arrivent, cliquez sur le bouton et monétiser donc votre poste client. Donc, je pense que c'est de la même manière qu'on a discuté de l'intérêt d'avoir un bon stack de facturation. Je crois que d'avoir un bon logiciel de compta et un bon logiciel si vous voulez, de financement ou de faire appel à une fintech, ça vous permet finalement d'avoir un gain de temps et d'avoir un gain de processus parce que souvent, en plus, ce sont des logiciels qui sont fiables et qui vous permettent d'éviter les erreurs humaines qui peuvent prendre énormément de temps. Merci beaucoup, Arthur. Moi, je vais vous parler de la partie comptabilité et reporting des revenus, propre notamment sur le B2B SaaS. Donc, ce qu'il faut avoir en tête dans un premier temps, c'est forcément quand on est dans le SaaS,
quand on est dans le B2B de manière générale, il y a souvent un délai entre le moment où on émet la facture et le moment où on est payé. Et donc ça, ce qui est super important déjà, c'est de tenir une comptabilité dite d'engagement. Donc il y a deux types de comptabilité en France, la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement. La comptabilité de trésorerie, c'est qu'on va compter un revenu uniquement à partir du moment où on est payé. La comptabilité d'engagement, c'est qu'on va comptabiliser une facture dès le moment où elle est émise, même si on n'a pas encore été payé. Si vous voulez avoir une vue qui reflète la réalité de votre business quand vous faites du B2B, c'est clé de tenir une comptabilité d'engagement. Deuxième point, quand vous vendez du SaaS, la plupart du temps, vous vendez du service et pas du bien. Il y a deux grands types de produits qu'on peut vendre en France, c'est le bien ou le service. Quand vous êtes un B2B SaaS et que vous vendez du service, du logiciel par exemple, vous allez être soumis à un certain régime de TVA, qui est le régime de TVA dit à l'encaissement. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir rembourser la TVA que vous touchez de votre client à l'État uniquement à partir du moment où votre client vous a payé. Ce qui est clé forcément, c'est de bien traquer le moment où vous avez émis votre facture et le moment où vous avez été payé. Parce que si jamais vous dites je dois rembourser ma TVA dès que j'ai émis ma facture, mais pas quand j'ai été payé, votre BFR il va bien sûr en prendre un coup et vous allez devoir rembourser de la TVA des sous que vous n'avez pas encore touchés. Donc ça c'est super important. Bien faire attention, il y a bien sûr des business SaaS qui vendent à la fois du hardware et du software. Je pense à tous les logiciels, par exemple toutes les solutions de néo-caisse, que ce soit Tiller System pour les restos, Planity pour les coiffeurs, qui vont vendre à la fois la partie hardware, l'iPad au début, et ensuite l'abonnement. Soyez bien prudents. C'est différents types de TVA, une qui est au débit, l'autre qui est à l'encaissement. C'est des taux de TVA différents. Donc ça, c'est super important d'avoir une solution de facturation et une solution de comptabilité qui sache bien distinguer les différents types de produits que vous vendez. Quels sont les key metrics qu'on suit dans le SaaS? C'est forcément son coût d'acquisition client, c'est ce qu'on appelle le MRR, donc le Monthly Recurring Revenue, le revenu récurrent mensuel. On va également avoir tout ce qui est marge. Et donc, ce qui est super important, c'est que dès qu'on devient un peu plus complexe, on est une boîte B2B SaaS et qu'on grossit, on va avoir différents types de revenus. On va avoir d'un côté la partie service, de l'autre côté la partie bien. Mais il y a d'autres axes de complexité. Par exemple, vous allez parfois demander un acompte. Vous allez parfois avoir du revenu récurrent et d'autres revenus qui ne sont pas récurrents. Vous allez peut-être demander à vos clients de payer des frais d'installation upfront pour votre service. Vous allez peut-être avoir des clients qui vont vous dire « moi, je préfère payer de façon annuelle à l'avance ». Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la comptabilité, le plan comptable général français, lui, il n'est pas vraiment adapté au business model du SaaS parce que le plan comptable français, il dit à partir du moment où vous avez touché les sous, c'est un revenu que vous reconnaissez, entre guillemets, quoi. À part au 31 décembre où on peut passer ce qu'on appelle des produits constatés d'avance. Et donc là, on va pouvoir dire mon client m'a payé 1 an à l'avance au mois d'octobre. Dans les faits, je mérite que seulement octobre, novembre, décembre comme revenu et les 9 mois restants, je vais les réaliser l'an prochain. Mais c'est la seule distinction que le plan comptable fait. Et donc, vous, bien sûr, c'est pas satisfaisant. Vous, d'un point de vue business, vous avez envie de savoir que votre client qui vous a payé 1 an à l'avance, il va pas vous repayer les 12 prochains mois. Et donc, la partie revenu récurrent que vous avez, c'est en fait ce qui vous a payé divisé par 12, typiquement. Et donc, il faut bien avoir en tête que la partie comptable ne reflète pas, le plan comptable général français ne reflète pas la réalité du business SaaS. Et c'est donc très, très important d'avoir une partie comptable et qui doit être tout à fait clean, correcte et bien structurée pour pas avoir de soucis avec l'administration. Et de l'autre, et ça doit être séparé, une partie reporting où là, vous devez être capable de distinguer combien ce mois-ci j'ai encaissé, combien j'ai de MRR, combien j'ai eu de frais d'installation versus de l'abonnement, etc., etc. Et c'est uniquement en traquant bien votre revenu que vous serez derrière capable de bien mesurer votre CAC. Parce que typiquement, une boîte SaaS, souvent, ce qui compte vraiment, c'est le MRR. Et vous voulez bien, quand vous mesurez par exemple, votre marge, exclure les revenus d'installation et uniquement calculer votre taux de marge par rapport à votre MRR. Donc, super important, ayez ça en tête. C'est des questions que vous devez vous poser. Il faut avoir idéalement un outil de facturation qui est relié d'un côté à un outil comptable et à un outil de reporting qui souvent vont être distincts. Pas toujours. Ce qu'on essaie de faire chez nous, chez Penny Lane, de les remettre ensemble. Mais
c'est super important. Sinon, vous allez avoir une mauvaise vision de l'état de votre business et prendre des mauvaises décisions qui peuvent coûter cher au final, quoi. Donc voilà, c'est un peu le message. Je me permets de t'interrompre, Arthur. Besoin en fonds de roulement. Peut-être que Arthur, tu peux juste répondre à cette question. Non, mais je vais juste revenir sur un point que tu avais dit sur la comptabilité d'engagement parce que c'est super important. Ce que tu viens de dire, nous, on l'a constaté, honnêtement, il y a pas mal de boîtes qui utilisent par exemple des logiciels de comptabilité, il y en a plein disponibles sur le marché, mais qui ne font pas vraiment de la comptabilité. Cette dissociation et ce fait d'avoir la facturation et une compta d'engagement, c'est super important pour vous éviter à refaire ces opérations-là parce que la comptabilité d'engagement, elle est obligatoire pour certaines sociétés. Et donc, ça ne sert à rien, si vous voulez, de faire passer 12 mois à penser que la comptabilité est bonne pour qu'après, votre expert comptable vous dise qu'il faille tout refaire, quoi. Clair. Alors, du coup, juste Arthur, tu as 2 questions. Non, tu avais juste une question sur le besoin en fonds de roulement. Peut-être tu peux juste expliquer la notion, ce que ça veut dire en 1 minute. Le besoin en fonds de roulement, pardon, c'est vraiment le truc le plus important quand on gère sa boîte. C'est le fait, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est le fait simplement d'exprimer très clairement, c'est de facturer son client, de savoir que son client va nous payer, par exemple, dans 60 ou 90 jours. Et en attendant, typiquement, on a engagé des frais, on doit payer des salariés, etc. Et donc, en fait, quand Laurent notamment expliquait qu'il y avait 25 à 30% des boîtes qui disparaissaient chaque année, c'est pas parce que les boîtes, elles sont mal gérées, c'est parce que quand vous regardez à la fin de l'année votre bilan au 31/12/2019, vous dites, tiens, la société fait un bon chiffre d'affaires, gagne de l'argent. Seulement, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à l'intérieur des 12 mois d'exercice, la réalité du patron ou du DAF, c'est de se dire, mon Dieu, j'ai facturé 50 000 € à tel ou tel grand compte, L'Oréal ou peu importe. Je vais être payé le 1er juillet. En attendant, j'ai l'URSSAF et j'ai 15 personnes sur le payroll. C'est vraiment ça le cash et c'est ça le BFR. Et c'est ce qui fait que certaines sociétés fonctionnent typiquement à l'inverse de ça. Si vous prenez des courtiers en assurance, si vous prenez par exemple Smartbox, un exemple très bête, Smartbox, il a un BFR négatif. Parce que Smartbox, en fait, encaisse le cash et va le dépenser uniquement quand vous allez faire votre prestation, vous allez partir à l'hôtel ou faire du rafting ou peu importe. Là, vous êtes en BFR négatif et je peux vous assurer un truc, c'est que le cash coûte cher, le cash va coûter de plus en plus cher et ce qu'on vous dit, c'est vraiment loin d'être anodin. C'est si vous arrivez à réduire ce BFR, vous serez plus indépendant financièrement et plus indépendant financièrement, c'est plus de pouvoir de négociation vis-à-vis des banques, vis-à-vis des actionnaires, voire des VC. C'est moins de stress, donc c'est super important. Si je peux rajouter un petit point important, parce qu'on parlait du process cash et de la relation client, tout est lié. Et beaucoup de bonnes décisions qui sont à court terme peuvent vous impacter à long terme. Je prends l'exemple de l'approche Annual Contract Value versus MRR. Beaucoup de sociétés souhaitent commencer leur service en monthly, une facturation mensuelle. Et donc là, on se retrouve avec ces problématiques de cash potentiel. Et on s'aperçoit à un certain niveau de maturité que l'annual contract value permet d'éviter certains de ces besoins. Donc, il faut, dès le départ, bien réfléchir à l'intégralité de son business SaaS B2B. Est-ce qu'on part sur MRR? Est-ce qu'on part sur self-serve, etc. Parce que dans tous les cas de figure, tout est lié, inclus ces problèmes de BFR. Et très souvent, en France, on part peut-être par le plus facile en MRR. Je ne suis pas convaincu que ça soit, pour tous les cas d'usage, la meilleure approche à long terme pour survivre. Si vous regardez les grands éditeurs américains, ils sont tous en annual contract value, ou presque. Ce qui permet d'avoir upfront un paiement. Ça ne veut pas dire qu'après le paiement ne peut pas être lissé sur plusieurs mensualités, mais au moins il y a une facturation et une prise de commande sur l'annuité. Je confirme. Top. Merci beaucoup Laurent et Arthur. Du coup, Alexandre, sur suivre et relancer ses clients et ses factures. Ouais, c'était un des points dont on a parlé, je pense, pendant toute la durée de ce webinaire, c'est vraiment d'avoir l'ensemble du processus d'order to cash en tête et qu'on a souvent tendance à oublier, même si on a un bon outil de facturation, même si on a des bons moyens de paiement, c'est celui de suivre les impayés et de relancer ses clients efficacement. C'est évidemment là-dessus que nous, on s'est focalisé avec Upflow, mais effectivement, en se rendant compte que très souvent, on va avoir le fait de se dire que d'avoir émis la facture n'est pas un gage d'être payé, comme le disait Laurent tout à l'heure.
Je pense que nous, ce qu'on a vu le plus chez nos premiers utilisateurs et ce qu'on continue à voir, et notamment dans les boîtes de SaaS B2B, c'est vraiment cette mauvaise habitude de dire ça a été facturé, donc c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut avoir comme premier réflexe côté sales, mais la réalité, c'est que parfois, il va y avoir des problèmes sur la facturation. Parfois, ça va être des vrais litiges commerciaux qui vont rentrer en jeu et qui font que vos clients ne vont pas vous payer. Et la réalité, c'est que si vous n'avez pas des moyens de systématiques de paiement qui seront du prélèvement ou de la carte qui vont vous permettre de tout de suite détecter que vous avez un problème de paiement, si vous notamment vous êtes sur des grands comptes avec des gens qui vous payent en virement, c'est à vous d'être proactif parce que votre client va pas vous appeler pour vous dire j'ai un problème sur la facture, donc en fait je vais pas la payer. Ils vont juste pas la payer. Et si vous en occupez pas, il va rien se passer. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment très important à prendre en compte. Et ça commence tout simplement ce suivi rigoureux en interne. Ce qu'on disait, c'est par avoir de la visibilité sur le poste client. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que un commercial ou un customer success, par exemple, c'est l'état de l'encours d'un client à un instant donné. Ça paraît bête, mais il y a très très peu de sociétés dans lesquelles c'est le cas. Et c'est important pour vous, que ce soit dans votre outil de facturation, dans votre outil interne ou en utilisant des solutions externes, de faire en sorte d'avoir cette visibilité-là. L'autre aspect qui est important, c'est aussi de se fixer des objectifs concernant ce recouvrement et cette cash collection. L'idée très basique qui est derrière, c'est de se dire si je facture 100, je dois collecter 100 et je dois avoir ces objectifs-là en tête. C'est ce qu'on appelle les objectifs de cash collection. Vous avez des objectifs qui peuvent être plus détaillés, comme celui du DSO en anglais, le Days Sales Outstanding, donc la durée moyenne de paiement qui est nécessaire entre le moment où vous facturez et le moment où vous encaissez. Dans un monde idéal, ça devrait être 0 jour, notamment si vous êtes sur un modèle fully online où les gens vous payent lorsque vous émettez la facture et qu'il y a leur carte de crédit qui est dedans. La réalité, c'est que vous allez souvent avoir du prélèvement qui va intervenir peut-être que quelques jours après. Et déjà, ça, c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est quand vous allez vous retrouver sur du virement où là, vous allez pouvoir parfois vous retrouver avec des délais de 30, 40, 50 jours. Et ça peut être très embêtant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à penser que pour les SaaS B2B, ça ne va pas trop les concerner. Alors qu'en réalité, vous allez voir comme beaucoup de SaaS B2B, notamment quand vous commencez à monter upmarket, que vos grands clients vont vous dire moi, je ne veux pas être prélevé, moi, je ne veux pas payer par carte. Comme j'ai un super contrat sur je ne sais pas combien d'années, en fait, je veux payer par virement, et puis il faut un numéro de PO, et puis il faut 5 validations, etc. Et c'est tout ça qui est compliqué à mettre en œuvre, et vous avez besoin de bien suivre ça, parce que c'est pas forcément le plus grand nombre de factures, ça va peut-être être qu'un certain, peut-être 5 ou 10% de vos factures émises, mais par contre, c'est ce qui va représenter des montants importants, parce que c'est souvent là qu'on va se fixer sur des gros contrats. L'objectif, évidemment, ce sera de les passer en prélèvement ou de les passer en carte au maximum, mais vous pourrez pas tout passer là-dessus. Et on voit beaucoup de sociétés dans notre environnement. Je pense à des Aircall, je pense à des Front, des gens qui vont vraiment être dès qu'ils vont monter upmarket, se retrouver sur ces sujets-là. La manière pour faire en sorte d'accélérer ça et de faire en sorte que ça se passe bien, c'est quelques principes de base. C'est vraiment de faire en sorte que les processus de relance soient proactifs et non pas réactifs. Le processus réactif, c'est quand on attend que ce soit la fin de l'année, la catastrophe, et qu'on a des factures qui datent d'il y a 6 mois et qu'on rappelle notre client en disant « Oh là là, vous ne m'avez pas payé ». Ça, c'est pas vraiment la bonne idée. Déjà, ça fait pas très sérieux pour vous. Et en plus, c'est quand même vraiment la meilleure manière de jamais se faire payer. Une des statistiques intéressantes, c'est qu'au-delà de 90 jours de retard, la facture a 6 fois plus de chances de jamais être réglée. Gardez-le en tête, c'est important sur le fait d'être proactif. L'autre élément clé que nous, on essaie vraiment de pousser avec nos utilisateurs, c'est d'adapter la relance aux différents types de clients. On ne relance pas un petit client en self-serve de la même manière qu'on relance un client grand compte, de la même manière qu'on ne relance pas un client aux US, de la même manière qu'on relance un client en Espagne. C'est bête, mais souvent, les bases des relances, c'est des espèces de mails automatiques un peu froids et ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien l'adapter. Et le dernier élément qu'on peut vous donner, quand on est toujours sur cette partie en interne, c'est d'impliquer les bonnes personnes au bon moment. Les bonnes personnes, ça peut être qui? Ça peut être déjà un mail automatique pour commencer, une équipe financière qui va s'occuper de toute la partie technique. Arthur en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir des problèmes juste parce qu'une facture, il manque une mention dessus, on n'a pas le numéro de PO, etc. Tout ça, ça peut être géré par l'équipe financière. Par contre, dès qu'on va rentrer sur un litige commercial, il faut absolument impliquer les responsables de compte, les customer success. Et c'est toutes ces interactions qui sont finalement assez complexes qu'il va falloir prendre en compte et que vous pouvez mettre en œuvre. Et la dernière question qu'on vous posait, c'était si tout cela ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a un bon outil de facturation, on a financé son BFR grâce à Arthur, on a fait de la relance, on a été proactif. Parfois, on va se retrouver dans des situations où effectivement, on arrive au point où on n'est toujours pas payé. Et du coup, ça va vraiment être dans ces situations-là sur lesquelles on va pouvoir faire appel à des solutions externalisées de recouvrement. On pense par exemple à Euler Hermès, à des gens comme ça qui vont peut-être venir être de manière beaucoup plus formelle sur le recouvrement. Ces solutions-là, c'est très bien.
Il faut bien garder en tête qu'il faut surtout les éviter parce que ça met beaucoup de tension dans la relation commerciale. C'est jamais très agréable de se faire relancer par une personne externe ou par un huissier. Et surtout, en général, dans ces cas-là, la relation peut être perdue commercialement. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, mais ça peut être un bon dernier recours, notamment lorsque c'est des clients avec qui vous n'allez jamais retravailler et que vous avez quand même des enjeux qui sont importants en termes de cash collection pour vous. Et on vous conseille de vraiment y penser mais qu'une fois que vous avez mis en place tous ces éléments-là, et ne pas le considérer comme une solution, la première des solutions lorsque vous avez une mauvaise facturation, jamais relancée et pas les bons moyens de paiement mis à disposition. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous donner comme vision globale sur l'ensemble de ces cycles d'order to cash cycle. Il y aura encore plein d'autres choses forcément à en donner, mais je vais laisser peut-être Arthur vous faire un petit résumé. C'est key takeaways de ce qu'on vient de se dire. Super clair. Du coup, je pense qu'il faut retenir, avant qu'on passe au Q&A, il y a plein de questions intéressantes, donc c'est cool. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est super important de bien mapper toutes vos différentes étapes qui peuvent être différentes selon que vous fassiez du self sign-up ou du sales plus grand compte. Souvent en self sign-up, on va peut-être émettre la facture quasiment en même temps qu'on encaisse, si on encaisse avec la carte et tout. Donc bien mapper toutes vos étapes à vous, ne pas raisonner en silo, ma facturation, ma relance, etc. Bien réfléchir à comment toutes vos briques vont se connecter entre elles. Ensuite, il faut vraiment voir sa facturation comme une étape décisive de la relation client qui est part intégrante de la user experience. Aujourd'hui, les gens, en plus, ils ont l'habitude d'acheter en e-commerce en ligne et ils s'attendent à avoir une expérience acheteur B2B qui soit assez proche, en tout cas de plus en plus proche et plus en plus simple qu'en B2C. Donc, d'avoir du choix, que ce soit joli, facile, etc. Important de super bien piloter son BFR, son DOS, et enfin bien mesurer son revenu et ses key business metrics pour prendre les bonnes décisions, avec avoir en tête que la compta et le reporting sont deux choses différentes, et qu'il y a des key business en SaaS qu'il faut absolument suivre. Dès que vous arrivez sur des levées de fonds ou face à des gens qui vont vous financer, ils ont ces sortes de standards. On va vous demander quel est ton coût d'acquisition, quel est ton MRR, quelle est ta marge, combien de mois il te faut pour rembourser ton coût d'acquisition, ta marge contributive, etc. Ça, c'est des choses que vous devez absolument avoir en tête et connaître par cœur et être capable d'y accéder en temps quasi réel, quoi. Donc, ça, c'est super important. Et du coup, je pense qu'on peut passer aux questions. Je vais commencer avec… Donc, j'ai joué le rôle de modérateur pour les questions. On avait une première question sur… alors, je vais essayer de prendre dans l'ordre pour pas donner la priorité au dernier arrivé. Je crois qu'on avait une question intéressante de Zacharia qui était « Grande question, passage d'un système à la mano à un système automatisé sans demander à ses clients de redonner toutes leurs coordonnées bancaires. » Et je pense que ça s'inscrit plus largement dans… typiquement, j'encaisse aujourd'hui mes clients je sais pas moi, en carte bleue et j'ai envie de passer en prélèvement CEPA. Combien de temps ça prend? Quels sont les risques? Combien de clients je perds sur le chemin parce que en fait ils se rendent compte qu'ils étaient abonnés et qu'ils voulaient pas? Comment ça se passe, peut-être Laurent, sur cette question? Merci. C'est une question, on pourrait faire un webinaire dessus, pour info. Ceux qui ont déjà la notion de mandat, c'est-à-dire ceux qui font déjà du prélèvement, c'est ce qu'on appelle un bulk change. On récupère très simplement, donc on n'a pas à demander à son client, on a théoriquement déjà l'autorisation. Donc ça, c'est dans un monde parfait où le client a déjà des autorisations de prélever. D'accord? Donc, en fonction des briques et des moyens de paiement, c'est plus ou moins difficile technologiquement parlant, mais sinon, il n'y a pas à redemander au client, je dirais, un mandat. On l'a déjà. Après, effectivement, si c'est pas du prélèvement, mais des cartes qui ont été données et voilà, au coup par coup, parce que c'est un service qui a juste servi pour 3 fois en location de bureau, genre de choses, je ne sais pas, SaaS. Là, du coup, effectivement, il faut remettre une procédure d'acquisition non pas de clients parce qu'on les a déjà identifiés, mais pour les remettre dans une procédure d'intégration dans ce nouveau flow. Et là, certainement, c'est l'occasion, comme disait tout à l'heure Alexandre, de revenir vers eux avec une proposition liée à la facture pour rebondir dessus et leur donner le coup d'après, une nouvelle préférence de paiement et peut-être un gain pour le faire. Donc, ça va dépendre du niveau de maturité de la société, du niveau de relation et aussi des mandats que vous avez ou pas. Ouais.
Et pour rajouter sur ce point-là, c'est hyper important, c'est de bien comprendre que plus vous allez proposer de solutions à vos clients pour payer, sans forcément les contraindre, plus vous allez vous mettre dans une situation où vous pourrez être payé plus rapidement. On a l'exemple là, on en discutait juste avant le début du webinaire, mais on a un exemple qui est assez intéressant en ce moment, notamment dans les périodes de confinement où les équipes ne sont pas forcément tous ensemble et générer un virement, signer un mandat, c'est quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment parce qu'on n'est pas assis à côté de l'équipe financière et on ne peut pas aller leur taper sur l'épaule. Nous, un truc qu'on a constaté récemment, c'est que lorsque l'on mettait à disposition le fait de payer par carte en plus des moyens de paiement qui étaient habituels, utilisateurs de se faire payer plus rapidement. Et c'est quelque chose sur lequel vous êtes dans une relation vis-à-vis de vos clients, donc vous pouvez difficilement les forcer à les faire payer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez essayer, mais c'est toujours difficile. En revanche, si vous avez la bonne approche et si vous leur élargissez le champ des possibilités pour eux sur le fait de payer, bah, parfois quelqu'un qui sait faire lancer 3 fois, il va juste prendre sa carte, il va utiliser sa carte corporate, il va payer et en fait ça va régler la situation. Et c'est vraiment à ça qu'il faut que vous réfléchissiez, sans forcément essayer de contraindre forcément les gens dans cette approche-là. On a une question qui est d'Olivier, de Mindset, qui est comment on fait passer des grands groupes au prélèvement. Parce que souvent, comme tu le disais, Alexandre, hein, ils se disent j'ai un contrat sur 3 ans, je sais que je vous paye cher, je sais que je suis un gros client et que donc je peux me permettre d'imposer mes choix. Je peux prendre une partie de la réponse, j'imagine d'autres personnes ont également. C'est une bonne question, ça fait partie du change. C'est d'un seul coup, pourquoi donner un truc gratuit et le faire payer aussi, hein. Ça fait partie de ce genre de grande discussion. Souvent, quand on le met en place, ça dépend de l'existant. Là, dans le cas où tu décris, si tu veux, il y a déjà un existant, tu as déjà un relationnel avec ton client qui a un grand compte. Donc, c'est une négociation. Ça peut être basé sur un nouveau contrat, des nouvelles conditions commerciales, un nouveau service. On a eu beaucoup de… Je dis pas que c'est facile quand on est plus petit par rapport au grand compte, et tout au moins, on est assez fébrile parce que souvent, ça, comme le disait tout à l'heure Arthur, ça représente une grosse partie du revenu, même si c'est que 5% de nos factures. Mais souvent, c'est lié à un nouveau service. Donc moi, je l'ai vu beaucoup dans des grands groupes, entre grands groupes, comment ils ont mis du prélèvement. Ils n'ont pas été directement sur leur core business. Ils ont dit, voilà, cette partie service, souscription, on va le mettre directement. Ils ont aussi fait souvent une agressivité commerciale. Ils ont fait un discount, dire si vous le faites maintenant, voilà. Et puis, ils ont mis ça dans une méthode de change auprès de leurs clients, dans le relationnel, en essayant de se mettre beaucoup moins dans le mode fournisseur-client. Voilà les principaux tips que j'ai pu voir, moi, de mon côté. Je ne dis pas que c'est simple, ça dépend aussi de la taille de la société que vous avez. Quand vous appelez DocuSign, quand vous lancez une société, c'est peut-être pas pareil. Alors, pas mal de… J'avais juste un petit commentaire là-dessus qui était important, puisqu'on parlait de nos amis de PayFit qui utilisent du prélèvement. Réfléchissez aussi à une chose que nous, on voit énormément dans nos business, c'est que lorsque vous mettez des gens en prélèvement dès le début dans leur cycle de facturation, c'est quelque chose sur lequel, en général, ils vont l'accepter. Ça va être en revanche très dur de les faire passer d'un mode où ils ont eu l'habitude de payer par virement à un passage au prélèvement. Et donc, c'est quelque chose auquel je vous conseille vraiment d'y réfléchir dès le début. Nous, on a fait cette erreur-là chez Upflow et pour les premiers clients. Et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose sur lequel après, maintenant, il n'y a plus aucun problème. C'est que lorsque vous les mettez dans le processus d'achat et vous leur dites, en fait, chez nous, c'est comme ça, on paye par prélèvement, ça se passe beaucoup mieux et on vous encourage vraiment à le faire dès le début et à le penser dans votre stratégie, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de volume ou pas forcément beaucoup de problèmes. Pensez directement au prélèvement, c'est un avantage énorme pour la suite. Un autre élément qui est très important, vous avez un mandat de prélèvement sur le compte de vos clients. Ça sous-entend que vous avez une grande responsabilité et en gros, la question pour laquelle les gens vont accepter ou pas, c'est aussi parce que vous avez l'air sérieux. Ayez l'air sérieux. Moi, ça m'arrive encore assez souvent de voir des factures qui ressemblent à rien parce qu'elles ont été faites sur un Excel ou d'avoir des interlocuteurs qui n'ont pas l'air sérieux et qui me demandent de signer un mandat de prélèvement. Et je le signe pas parce que j'ai pas envie de donner un accès à mes comptes à quelqu'un qui n'a pas l'air sérieux. Donc, ça fait aussi partie de cette interaction que vous allez avoir avec les personnes. Et avoir l'air sérieux, c'est pas qu'une question d'avoir une bonne facture, c'est l'ensemble de votre relation. Je pense que vous l'aurez compris, on insiste énormément sur l'ensemble de ce cycle de votre relation commerciale jusqu'à votre encaissement, mais c'est des éléments qui sont importants dans la mise en place de ce genre de système qui se base quand même finalement beaucoup sur la confiance, comme beaucoup de choses dans le business, quoi. Yes, super, merci Alexandre. Alors, je vois pas mal de questions autour des stacks.
Pour répondre, alors je prends les questions. Alors, notamment Olivier, sachant que beaucoup de boîtes ont HubSpot ou Salesforce, je galère avec HubSpot à trouver la stack parfaite. Alors, nous-mêmes, chez Penny Lane, on est sur HubSpot et on a fait effectivement la même observation en cherchant notre propre outil de facturation. Qu'aujourd'hui, typiquement, HubSpot n'a pas de module de facturation. Salesforce en a, mais c'est pas les meilleurs du marché. Et en gros, aujourd'hui, vous avez soit des outils all-in-one, type Celsi et Zoho, qui font du CRM jusqu'à la facturation, l'encaissement, etc. Soit vous avez des outils plus spécialisés. On voit qu'il y a pas mal de startups qui prennent des CRM plus type HubSpot ou Salesforce, qui notamment se sont démarqués sur la partie marketing automation ou la partie commerciale. Donc, nous, on est en train de construire un module de facturation qui se branche au CRM type HubSpot, Salesforce, et qui derrière va aller permettre d'initier les paiements dans GoCardless, dans Stripe ou autre, et ramener tout ça dans la partie compta. C'est pas encore live, mais ça arrive bientôt. Je crois qu'il y a aussi une question, Arthur, sur le bon outil de facturation ou de gestion de facturation qui se connecte avec des solutions d'affacturage. Alors non, les solutions d'affacturage, alors vous en aurez pas, donc c'est simple, hein, parce que pour avoir accès malheureusement à des connexions avec votre factor, il faut être un grand compte, il faut faire partie du CAC 40 et pouvoir intéresser les structures bancaires qui nécessitent un énorme volume pour vous intéresser. Donc sur l'affacturage, il y a nous, mais sinon non, sinon ça n'existe pas. Mais du coup, est-ce que FinexCap est intégré dans certains outils de facturation où tu peux en un clic dire j'ai envie de financer ma facture? Ouais, on est intégré par exemple chez Celsi ou chez Zervant, mais on est en train de refaire totalement l'UX et le parcours client de manière à passer, à faciliter ou à raccourcir complètement la demande d'affacturage. Je m'explique, c'est que normalement, quand vous faites une demande de financement, vous envoyez des documents et vous effectuez votre demande, un peu comme une boîte aux lettres, et on vous répond. Et là, on est en train de passer sur un mode où on va donner une réponse instantanée, c'est-à-dire qu'on va être capable d'évaluer en fait notre risque, de vous donner un prix et de vous dire, de faciliter la transaction, mais de manière vraiment drastique, hein, parce qu'on est vraiment les premiers à avoir fait ça. On avait signé un partenariat avec Sedge en 2016, et donc on a décidé de pousser le curseur au maximum pour vous faciliter la vie, sachant que moi, ce que j'aimerais, ce serait de proposer une solution de financement avant que le problème n'arrive. Voilà, c'est-à-dire de dire, on a identifié un pattern où tu vas avoir un besoin d'ici un mois et demi. Clique sur le bouton et voilà, tu as l'URSSAF qui va payer, tu as besoin de 20 000 €, on monétise cette partie-là à tel prix, si tu es d'accord, tu appuies sur le bouton. Et donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler et je l'espère, on va le sortir bientôt. C'est la raison pour laquelle on est un petit peu entre deux eaux parce qu'on va lancer, j'espère, cet été. Bon, on attend tous ça avec impatience. Alors, une question d'Audrey. Comment passer d'une facturation gérée par une équipe comptable forcément un peu obsolète à un stack facturation cash scalable en B2B SaaS? Quel profil recommandez-vous pour accompagner la refonte de cette partie essentielle à la croissance de l'entreprise? Qui sont les bonnes personnes? Vous êtes dirigeant, vous avez envie de bien tout restructurer votre stack facturation. Comment vous vous faites accompagner? Est-ce qu'il faut embaucher? Est-ce qu'on fait appel à différents prestataires SaaS qui bossent bien ensemble, différentes briques qui sont connectables par API? Comment ça... Peut-être Alexandre, toi qui as une vue assez complète sur les différentes briques. Ouais, c'est une super question, Audrey. Merci de la poser. Je pense qu'on a besoin de gens comme toi. On se connaît bien avec Audrey. Je crois qu'elle l'a fait à de nombreuses reprises. L'un des aspects que moi je peux vous conseiller de ce point de vue-là, c'est d'avoir quelqu'un qui soit ce que nous on appelle dans notre jargon des finance ops, mais qui sont des gens qui sont fondamentalement des gens de business pour prendre le lead sur ces révolutions lorsque vous changez votre stack. Le point qui est derrière, c'est de se dire qu'il y a tout un assemblage de compétences qu'il faut avoir, des compétences financières bien sûr, mais aussi des compétences business plus générales. Vous l'avez vu, on est en train de parler de comment est-ce qu'on fait de la revenue recognition, comment est-ce qu'on va coller un Salesforce à un système de facturation, à des encaissements, à de la relation client, etc.
Et en fait, ça, c'est quelque chose qui doit être l'idée par des équipes business et pas forcément par des équipes financières dans leur ancien sens, c'est-à-dire le comptable qui est externalisé du business et qui sort son reporting 3 mois après que on ait fini l'année, etc. Alors que ça sert plus à rien dans un monde de start-up. Nous, on a besoin d'avoir des informations qui sont en temps réel. Donc, en général, nous, ce qu'on recommande vraiment aux gens, c'est d'avoir des gens qui fassent partie des équipes business. Et les changements, effectivement, sont souvent radicaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ces cas-là. On parlait, par exemple, des erreurs aussi classiques d'avoir codé sa propre stack financière. On a pas mal d'exemples autour de nous de gens qui ont été comme ça, qui ont fait leur premier outil de facturation de tout seul et qui aujourd'hui n'arrivent plus à le faire scaler. Quand on doit le rechanger, ça prend du temps, c'est hyper dur. Mais il faut vraiment y aller. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de le faire vraiment avec des équipes business qui ont la vue sur l'ensemble du process qu'on a décrit aujourd'hui et pas juste un petit morceau de la lorgnette qui est de se dire ah bah alors il faudra que ça fasse tel aspect de la facturation. C'est vraiment ça. Et les profils sont très durs à trouver. Honnêtement, c'est Audrey, tu le sais bien aussi, mais je pense que c'est des profils qui sont assez atypiques parce que c'est des profils qui sont très très touche à tout. Il faut avoir des compétences financières, de comptabilité. Il faut être vraiment impliqué dans le business. C'est très difficile à trouver. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé la clé, mais si jamais on en trouve, n'hésitez pas à nous les envoyer parce qu'on est ravis de les avoir et de les embaucher. Est-ce que ça répond à la question? Il y avait d'autres commentaires, Laurent, peut-être sur ce point de vue-là? Non, c'est bon? Non, je suis d'accord sur les profils, c'est assez difficile. Maintenant, on a vu pas mal de projets, il n'y en a pas un qui est identique. Ça dépend vraiment du niveau de maturité de la boîte, de son propre business model. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est une décision stratégique de savoir comment on met ça en place parce que dans le SaaS, on s'affranchit de plein de choses, mais l'outil de facturation, et comme on a pu le voir avant sur les différentes discussions, et du coup stratégique autant que le service quasiment que vous allez mettre à disposition de vos clients. Top. Arthur, je vois qu'il est 16h. Je sais pas si tu veux qu'on continue à prendre des questions. Est-ce qu'on peut peut-être. On n'en a pas 30 000, on va en prendre encore quelques-unes. Il y en a une, je peux répondre parce qu'on est nous-mêmes clients de GoCardless. Dans le cas de GoCardless, est-il possible de modifier le montant de la facture pour chacune des factures mensuelles? Oui, c'est possible. Corrige-moi si je me trompe, Laurent, hein, mais de ce que je sais, on le fait. Et il y avait une question que je trouvais intéressante de Florian sur quelle brique, dans quel ordre, comment on commence. Est-ce qu'on est tout de suite obligé de sortir la grosse artillerie et d'avoir tous les blocs? Je sais pas qui veut prendre. Moi, je peux donner mon avis. Moi, je pense que le tout début, il faut avoir une solution de facturation et une ou des solutions d'encaissement. La solution de facturation type Chargebee et tout, pour moi, elle est vraiment nécessaire à partir du moment où vous voulez offrir différentes méthodes de paiement à vos clients et que du coup, il faut initier des paiements sur plein de types différents et automatiser sur la récurrence. Je pense qu'au tout début, quand vraiment vous êtes au stade du product market fit et que vous voulez juste invalider ou valider des hypothèses de est-ce que les gens veulent acheter mon produit et je pense que c'est honnêtement suffisant d'avoir une solution de facturation, une solution de relance et une solution d'encaissement. Et que par la suite, on vient rajouter des briques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ouais. Attention juste à un aspect qui est quand même vraiment important et on est ravis d'en discuter au cas par cas avec tout ce qu'on a vu, mais un aspect qui est important qu'on a vu dans beaucoup de boîtes de SaaS qui grossissent très vite, c'est que chaque décision que vous allez prendre au début de votre business, vous allez souvent vous dire « Ah, mais ça, c'est bon, c'est en attendant, etc. » Et en fait, ça va être le feu sur plein d'autres choses. Et on a vu beaucoup de sociétés qui se retrouvent après 2 ans à 50, 100 personnes et qui sont là en se disant « Oh là là, il faut que je change de CRM, il faut que je change de solution de facturation, il faut que j'arrête de me faire payer comme ça. » Et en fait, il y a tellement d'autres choses à côté qui sont aussi et encore plus urgentes que finalement, on se traîne des mauvais outils et ça finit par ralentir le business. C'est un trade-off qui est toujours compliqué à trouver entre partir avec l'artillerie lourde au début, mais qui scale versus le risque de ne jamais en changer.
mais gardez bien ça en tête. Et vraiment, pour le détail de toutes les solutions, et si vous avez besoin d'avis, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a vraiment plaisir à vous dire ce qu'on a vu, les erreurs en fonction de votre type de business. Vraiment, n'hésitez pas, on est ravis de répondre à ces questions-là en fonction de votre typologie de business exacte. Et ouais, je te rejoins complètement, Alexandre, là-dessus. Les développeurs, souvent, ils utilisent le terme de dette technique sur le fait que si on prend les mauvaises décisions technologiques au début, certes, on va pouvoir sortir un MVP qui va être bien, mais pour passer du MVP au stade supérieur, ça va coûter très cher et prendre beaucoup de temps. Et c'est souvent sous-estimé sur la partie Ops et Admin, où on va sortir un minimum billing, je ne sais pas si on peut appeler ça un minimum billing process ou ce genre de choses. Et il ne faut pas faire l'erreur et prendre le truc trop cheap qui derrière va vous coûter beaucoup plus cher que si vous aviez investi le bon temps et les bons outils au début, quoi. Ouais. Il y a une question qui est très intéressante là dans l'onglet questions de Elliot qui dit est-ce qu'on n'assiste pas à un morcellement de toutes les phases de la facturation avec ces logiciels plutôt que de faire appel à un expert comptable. C'est hyper intéressant parce que c'est exactement cette logique. Moi, honnêtement, pour moi, confier sa facturation à son expert comptable, je ne vois pas en quoi ça devrait être son travail de le faire. C'est un vrai process business qui doit rester dans le business. Et c'est typiquement la question que vous allez avoir dans plein de métiers auxquels on ne se pose plus du tout la question, notamment des développeurs et des ingénieurs qui vont faire appel à tous les outils qui leur permettent de gagner du temps et de prendre les meilleurs outils sur chacune de leurs briques de métier. Et la vraie question qu'il va falloir avoir, c'est comment est-ce que toutes ces briques communiquent avec les autres. C'est pour ça qu'on est tous les quatre aujourd'hui et qu'on essaie de se dire qu'on va avoir quelque chose qui va être le plus fluide dans nos intégrations les uns avec les autres. Et honnêtement, ne faites pas cette erreur d'essayer de trouver une espèce de solution de one size fit all, qui finalement est souvent des process extrêmement manuels, avec un expert comptable lorsque ce sont des experts comptables de l'ancienne génération qui font tout à la main et qui vont commencer par vous facturer 500 € par mois, puis 1000, puis 1500, et parce qu'en fait, c'est juste complètement linéaire lié à la taille de votre business. Oui, un chargebee, ça coûte plus cher que d'utiliser un tableur Excel, c'est sûr. Mais en revanche, c'est ce qui permet de grossir et de bien grossir par la suite, quoi. Et c'est hyper important en fonction de la typologie de société que vous avez. Mais si vous avez un business qui grossit à scale, c'est hyper important de passer comme ça. Je pense, si je peux rajouter quelque chose, c'est que lancer un business en 2020, c'est un peu plus simple qu'en 1980 quand vous deviez construire une usine. Donc, d'intégrer une brique. Est-ce qu'il y a besoin du coup d'avoir toutes les briques in-house, custom-made? Non. C'est une erreur parce que ça veut dire que vous allez vous concentrer sur une partie lourde de vos développements, sur quelque chose de custom. Mais par contre, de tout externaliser, est-ce que c'est pas une perte de contrôle? La réponse est oui. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut maîtriser, et c'est pour ça que la notion de people est importante dans les lancements d'entreprise, SaaS, etc. Aussi, ces ressources qui vont être capables non seulement de vous aider à faire les bons choix, mais aussi d'être agile. Votre business model, il peut évoluer, les situations extenses peuvent évoluer. Et quand on regarde un petit peu les KPI principaux, lorsqu'on fait ça, c'est pour le fameux BFR, la trésorerie, etc., pour le churn, garder nos clients qui vont avoir du mal à avoir acquérir, et aussi pour le revenu, tout simplement. Donc moi, je pense que de trouver un bon équilibre et garder cette agilité en ayant des ressources en interne, utiliser des briques experts comptables, c'est un autre sujet pour moi. Et je rejoins tout à fait l'analyse d'Alexandre dessus. Mais il va falloir conserver cette agilité. Si on externalise tout ou si on fait tout en custom-made, de toute façon, on ne la trouvera pas. Quel que soit le segment, et si on parlait e-commerce, ça serait pareil. Si on parlait sur d'autres sujets, ça serait pareil. Il faut trouver cet équilibre. À vous, après, de voir ce qui est important par rapport à votre business plan ou au cadre de votre entreprise qui est déjà bien structurée. Où est-ce qu'il faut passer du temps? Est-ce que c'est passer du temps à avoir des gens qui passent des coups de fil pour récupérer du cash ou des gens qui, en amont, vont désamorcer des bombes qui n'exploseront pas? Super. Bon, je pense qu'on commence à déborder pas mal. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. N'hésitez pas, comme le disait Alexandre, on va vous envoyer un petit mail avec l'enregistrement si vous avez besoin et les slides dans la journée ou demain. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, de toute façon, à nous contacter, soit personnellement sur LinkedIn, soit sur nos sites web respectifs, parce que nous et nos collègues sont confrontés en continu à des boîtes qui justement se posent ces questions sur leur facturation. Et donc, ils ont vu plein de cas, sûrement plus que vous qui êtes spécialiste dans votre boîte. Et donc, ils peuvent vous donner du contexte
vous dire telle autre boîte, elle était un peu comme toi, elle a fait comme ça, et ça a marché, pas marché. Donc n'hésitez surtout pas sur ces points-là. Et ben, Et on a même eu les mêmes problèmes dans nos boîtes. Donc, super. et voilà, c'était un super échange en tout cas. Merci Arthur d'avoir organisé ça et je pense que ça a été assez utile. Merci à tous pour vos questions, c'était top. Merci Arthur. Merci. À bientôt. Allez, au revoir. Merci, à très bientôt tout le monde. Bonne fin de journée, au revoir. Yo.